Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cette grande soirée électorale pour le premier tour des élections présidentielles françaises. On va détailler notre dispositif dans un instant, mais tout d'abord il est 18h et nous sommes déjà en mesure de vous donner une première indication. On va rester extrêmement prudent, évidemment tout ça peut évoluer, mais un premier sondage de sortie des urnes d'un institut de sondage semble indiquer que voici les deux noms et les visages de ceux qui seront au second tour de l'élection présidentielle. Ce serait Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui seraient au coude à coude. Jean-Luc Mélenchon serait le troisième homme. On va détailler évidemment tout ça dans un instant, même si on le dit, on va rester prudent, on va affiner ces chiffres. On les affinera notamment ces chiffres avec vous, Annick Capelle. Vous allez nous expliquer dès que nous avons des tendances, que nous pouvons les recouper, des estimations. On viendra vers vous. Ces estimations, on les décryptera avec vous. Pierre Mathieu, vous êtes directeur de Sciences Po Lille. On parlera aussi de tout ça avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. Regardez, notamment avec nos envoyés spéciaux dans les QG des principaux candidats. Quentin Warlop est chez Emmanuel Macron. Damien Roulette est au QG de Marine Le Pen. Esmeralda Labi est au cercle d'hiver chez Jean-Luc Mélenchon. On sera aussi dans les QG d'autres candidats. Et un peu partout en France, on sera par exemple dans le nord, à Lille, et dans le sud, à Perpignan, aux côtés des Français. Bref, on va vivre ensemble cette grande soirée électorale. Mais commençons évidemment avec ce que vous attendez tous, les chiffres. Annick Capelle, que sait-on exactement? Il est 18h01. Quelles sont les informations dont nous disposons? Nous disposons de chiffres, mais de chiffres à prendre avec énormément de pincettes. Vous l'avez dit, il s'agit de chiffres qui nous viennent... Alors, on n'a pour le moment pas le son d'Annick. C'est pas grave, hein, ça se passe en direct. Vous le voyez, on est au cœur de la capitale. On essaye avec un son. Est-ce qu'on entend Annick? On va allumer le micro. En attendant, Pierre Mathieu, vous êtes... voilà. On change un peu la conduite, c'est ça, on improvise. Voilà, Annick... Mais je crois que ça marche chez Annick, donc allons-y. Est-ce que ça marche chez moi? Voilà, Annick, je pense qu'on vous entend. Que sait-on exactement? Voilà, donc je disais que nous avons des chiffres qui viennent de nous parvenir et qui doivent être pris avec énormément de pincettes, puisqu'il s'agit de chiffres qui nous viennent d'un seul institut de sondage. Et selon ces chiffres, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient à égalité, ils obtiendraient chacun 24% des voix. Et en troisième position, Jean-Luc Mélenchon serait à 19%. Des chiffres donc basés sur une seule source et qui en plus reposent sur des sondages à la sortie des urnes, donc pas encore sur de dépouillement, puisque les Français votent toujours. Les premiers bureaux de vote ne fermeront pas avant 19h, donc des chiffres susceptibles d'évoluer. Évidemment, et on va affiner tout ça. On analysera d'ailleurs ces chiffres avec vous dans un instant, mais on va se rendre d'abord dans les rues de Paris, aux côtés des Français. Éric Destiné, vous avez rencontré pas mal de Français ce dimanche. Tout d'abord, est-ce qu'ils sont allés voter? On sait que l'abstention, c'était un chiffre qui était très attendu. Dans quel état d'esprit étaient ces Parisiens? Eh bien, regardez Laurent, je suis dans le 7e arrondissement de Paris et je suis dans un bureau de vote. Ce bureau a été installé dans la salle du conseil d'arrondissement de la mairie. Les votes, évidemment, sont toujours en cours. Nous sommes dans une grande ville, nous sommes à Paris et donc les bureaux de vote fermeront aujourd'hui à 20h. Dans ce bureau précisément, il y a 1471 électeurs inscrits et à 17h, le taux de participation était de 67%. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale puisque je peux vous donner des chiffres précis. Ils sont publiés par le ministère français de l'Intérieur et à 17h, il y avait un taux de participation de 65%. C'est un taux inférieur à celui enregistré à la même heure il y a 5 ans. On était à 69,4%, donc moins 4,4 points. Mais c'est un taux supérieur à celui enregistré lors de l'abstention record de 2002. À l'époque, à 17h, il y avait 58,4% de participation. On est à 65% à 17h. Ça veut dire que oui, on se déplace dans les bureaux de vote et oui, les Français participent au premier tour de cette élection présidentielle. Il faudra attendre évidemment le chiffre final pour connaître le taux de participation et donc pour savoir si l'abstention a été forte ou si l'abstention a été finalement assez mesurée. Oui, merci beaucoup Eric. Et d'ailleurs, nous avons d'autres chiffres qui sont en train de tomber. On va vous les donner dans un instant. Mais d'abord, on va écouter les principaux concernés, ces Français qui, pour certains, sont allés voter. D'autres pas. On les écoute. Pour moi, cette fibre patriotique, elle est ancrée dans mes gènes. Et s'il y a bien un rendez-vous qu'on n'a pas envie de
rater, c'est celui des élections et surtout des élections présidentielles pour nous trouver un chef. C'est important qu'on soit représenté à la même hauteur que tous les autres citoyens français, donc c'est important pour moi d'aller voter, surtout quand on voit les urgences qu'il y a actuellement, surtout principalement le climat, l'urgence sociale. C'est des choses qui pourraient être réglées que par cette élection qui est la plus importante en France. C'est pas une histoire de motivation, c'est une histoire de foi, quoi. Je suis pas convaincu. C'est le pire et le pire, donc je sais pas. Je vois pas ce que je vais faire, je sais pas. On nous a mis dos au mur comme ça et on sait pas quoi faire. On va dire, je suis obligé, sinon c'est lui. Alors, merde. Lui c'est le pire et lui c'est encore plus pire. Lui c'est le pire et lui c'est encore plus pire. Voilà, on voit et on entend que le choix a été difficile pour certains. Toutefois, Annick, certains ont choisi et on commence à voir ses premières tendances, même si on le rappelle, on reste prudent. Oui, alors on répète ce qu'on a dit il y a quelques instants. Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient à égalité. Résultat extrêmement serré comme les derniers sondages le donnaient ces derniers jours. Ils obtiendraient chacun 24% et le troisième candidat serait bien celui qui avait été annoncé également, Jean-Luc Mélenchon, avec 19% des voix. On dispose également de deux nouveaux chiffres. Ils concernent Éric Zemmour et Valérie Pécresse qui tous les deux seraient à 8%. Donc c'est nettement moins. C'est un résultat inférieur à ce qui avait été annoncé ces derniers jours. Un chiffre, on l'a dit, à prendre avec énormément de prudence puisqu'il nous parvient d'un seul institut de sondage et qu'il s'agit de chiffres basés sur des sondages à la sortie des urnes. Alors, on reste prudent, mais tout de même une analyse, Pierre Mathieu. Si ça se vérifie, si Marine Le Pen est au niveau d'Emmanuel Macron, ou en tout cas pas très loin, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça peut changer la dynamique pour un second tour éventuellement? Oui, d'abord, ça signifierait, avec les précautions qu'on vient d'indiquer, ça signifierait que Emmanuel Macron ne fait le même score en pourcentage que la dernière fois. Là où Marine Le Pen gagnerait 3% par rapport à 2017, avec l'abstention qui sera plus importante qu'en 2017, même s'il y a plus d'électeurs cette fois-ci, ça veut dire qu'Emmanuel Macron aurait moins de voix qu'en 2017, et puis effectivement Jean-Luc Mélenchon resterait à peu près au même niveau. Donc il va de soi que si on se projette par rapport aux enquêtes d'opinion, notamment celles qui avaient été réalisées après le début de la guerre en Ukraine, où Emmanuel Macron avait été donné parfois jusqu'à au-dessus de 30%, évidemment ça serait pas une excellente nouvelle pour lui. Ça veut dire qu'il n'élargirait absolument pas sa base par rapport à 2017, dans un moment où, si vous voulez, les trois principaux candidats se sont largement éloignés des autres, puisque effectivement, comme ça a été indiqué, les candidats suivants sera à 8%. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron, on va voir s'il va être devant ou derrière Marine Le Pen. Il y a aussi cette symbolique-là, mais ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne réalise pas son objectif qui était de se détacher assez clairement au premier tour. Il serait à égalité avec Marine Le Pen, ce qui pour lui clairement ne serait pas du tout une bonne nouvelle. Justement, qu'en pense-t-on du côté de chez Emmanuel Macron et de ses militants? On va retrouver au QG d'Emmanuel Macron, Quentin Warlop. Quentin, décrivez-nous un peu l'atmosphère sur place. Est-ce que ces premiers chiffres circulent? Décrivez-nous la situation. Ah, Laurent, l'effervescence est totale ici. Regardez, je vous propose de faire un petit tour avec les images de Sébastien Ongaro. Vous le voyez, il y a beaucoup d'agitation. Toutes les équipes techniques de La République En Marche sont en train de placer l'éclairage. Les micros ont fait les derniers tests ici pour préparer cette soirée électorale pour que tout soit prêt. Il y a énormément de journalistes, vous le voyez, quelques centaines ici. Mais au total, il faut savoir qu'il y a 710 journalistes de par le monde qui ont demander une accréditation, énormément de monde. Donc pas de militants pour l'instant, Laurent. Ils arriveront a priori d'ici 30 à 45 minutes, mais il faudra encore passer tous les contrôles de sécurité. Ça mettra donc peut-être encore un peu plus de temps. Merci beaucoup Quentin, et vous allez nous accompagner évidemment tout au long de cette grande soirée électorale. Pierre Mathieu, je vous retrouve un instant. Est-ce que la fin de campagne de Marine Le Pen, si ça se confirme, comment expliquer cette fin de campagne où elle a gagné énormément de points? Elle aurait gagné énormément de points. Alors, c'est pas elle qui aurait gagné. Les enquêtes d'opinion depuis une quinzaine de jours la donnaient à peu près autour de 23-24. C'est Jean-Luc Mélenchon qui serait beaucoup plus haut que les dernières enquêtes, et Emmanuel Macron qui aurait clairement décroché en 15 jours, serait passé en 15 jours de 30-31 à 24. Donc c'est plutôt, j'aurais tendance à dire, c'est plutôt Emmanuel Macron qui finalement aurait fait une mauvaise campagne, en tant qu'une campagne jugée mauvaise par les électeurs, plutôt que Marine Le Pen qui, elle, finalement s'est détachée à partir du début de la guerre en Ukraine. En gros, elle était, il faut s'en rappeler, on l'a déjà oublié peut-être, mais elle était très proche de Éric Zemmour et de Valérie Pécresse à ce moment-là. Elle s'est largement détachée à ce moment-là, et puis ensuite elle a maintenu
son avantage, disons, par rapport à ses adversaires, disons, de droite et d'extrême droite. Voilà, c'est plutôt ça qui semble frappant ce soir. C'est plus le mauvais score d'Emmanuel Macron par rapport aux enquêtes d'opinion que le score de Marine Le Pen qui, depuis quelques semaines, se dessinait autour de ce chiffre-là. On reviendra évidemment sur cette campagne, ou plutôt non-campagne de la part d'Emmanuel Macron, qui a peut-être été plus président que candidat. On va aller évidemment au QG de Marine Le Pen dans un instant, mais on a un petit problème technique, donc c'est pas grave. On enchaîne et on va d'abord chez Jean-Luc Mélenchon. Esmeralda Labi, vous êtes sur place. Même question un peu pour tout le monde. Est-ce qu'on a les premiers chiffres et comment réagit-on tout simplement du côté de chez Jean-Luc Mélenchon et de ses militants ? Alors j'ai envie de vous dire qu'on a ces chiffres, même si le staff de Jean-Luc Mélenchon est venu près de nous en nous disant « Dites-vous les Belges, vous avez des estimations, qu'est-ce que vous pouvez nous donner ?» Alors forcément, ils ont plus ou moins les mêmes chiffres que nous, donc on fait un petit peu la soupe à la grimace, mais malgré tout, on reste extrêmement prudent, on reste extrêmement motivé. Et c'est ce qui me frappe, moi, ici, c'est la motivation de ces équipes. Alors d'accord, il y a plus de journalistes accrédités pour l'instant, nous sommes 400, que de militants, mais au niveau du staff, des 200 personnes qui entourent Jean-Luc Mélenchon, que ce soit pour son programme ou sa campagne, on continue d'y croire, on continue de dire que ce soir, il pourrait passer au second tour et il pourrait devenir président. Alors pourquoi croit-il ça ? Eh bien parce que Jean-Luc Mélenchon a eu des déclarations encore très fortes ces derniers jours, et sa dernière, c'était, je vous la cite, « Un second tour Macron-Le Pen n'aura pas lieu, j'ai une très sérieuse probabilité d'y arriver ». Bon, c'est sans doute ou peut-être faux. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a plus rien à perdre. Il a 70 ans. C'est sa dernière campagne présidentielle. Il s'est jeté dans la bataille. C'est un peu l'apothéose de sa carrière politique. Il continue d'y croire. Et puis, il dit que les sondages étaient très bons ces derniers jours. Donc, pour tous ses militants et pour son staff ici présent ce soir, on continue de penser que ce sera le moment M, le moment Mélenchon. Merci beaucoup Esmeralda, et on le rappelle, on reste prudent évidemment. Pour le moment, c'est une estimation d'un sondage sorti des urnes d'un institut de sondage, mais ces estimations, elles disent aussi que Éric Zemmour et Valérie Pécresse seraient en dessous de 10%. On donne pour le moment le chiffre de 8%. Allons justement au QG d'Éric Zemmour. Bonjour Adeline Percet, vous êtes sur place. À nouveau, est-ce qu'on a ces chiffres là-bas ? Alors pour l'instant il y a très peu de militants et pour l'instant les militants n'y croient pas trop, en tout cas ne veulent pas y croire. Ils veulent croire que leur champion, ce nouveau venu dans la campagne électorale, celui qui a planté l'idée d'identité nationale au milieu du débat politique français, peut encore réussir en tout cas à aller devant, à être au-dessus de Valérie Pécresse. C'est d'ailleurs l'un des enjeux fondamentaux pour lui, parce que si c'est le cas, il sera un interlocuteur incontournable à droite. Et puis le deuxième enjeu, évidemment, c'est peut-être d'être le faiseur de roi ou le faiseur de reine s'il était confirmé que Marine Le Pen irait au second tour. Beaucoup d'enjeux du côté des militants d'Éric Zemmour, qui disent de toute façon ces derniers jours qu'ils iront sans conteste à 80% environ voter pour une Marine Le Pen qui serait au second tour. Oui, et on verra évidemment s'il y a des consignes de vote très claires qui tombent dans la soirée. Peut-être un petit mot, Pierre-Mathieu, sur la campagne d'Éric Zemmour. Il est parti très fort, il a été crédité à un moment de 16-17% dans les sondages. Et finalement, on a beaucoup entendu ces derniers jours que finalement il avait fait campagne un peu involontairement pour Marine Le Pen. Oui, alors il est parti fort, c'est un peu comme une campagne présidentielle, c'est un peu comme un marathon. Donc parfois, quand on n'a pas l'habitude, ce qui était son cas, on part vite, on part fort, on prend de l'avance, puis ensuite on commence à chercher son second souffle. Je pense qu'il est parti très fort, effectivement, et très clairement, ce qui l'a stoppé et même qui l'a fait redescendre, puisque il y a à peu près, avant le début du conflit en Ukraine, il était parfois autour de 15 ou 16%. Et donc il ferait un score 2 fois moins important. Il est clair que ce qui s'est passé en Ukraine et le fait que Zemmour avait très fortement soutenu Poutine et a été le seul qui, parmi ceux, disons, qui avaient une attitude un petit peu ambiguë par rapport à la Russie, c'est le seul qui a continué à avoir une attitude assez ambiguë d'une part. Et c'est aussi un candidat qui a assumé jusqu'au bout des positions comme assez radicales. Et on pourrait presque dire sans doute que en faisant cette campagne, Éric Zemmour a fait aussi la campagne de Marine Le Pen, c'est-à-dire que plus il s'est diabolisé, c'est ce qu'on a beaucoup entendu. Voilà, alors Marine Le Pen elle-même avait depuis de nombreuses années, déjà en 2017, une stratégie de dédiabolisation très différente de celle de son père, ce qui fait que la situation cette fois-ci n'est pas la même qu'en 2002, par exemple, quand son père était au deuxième tour. Puis il est au deuxième tour avec
17% seulement. Là, ça serait beaucoup plus haut. C'est que Marine Le Pen, évidemment, a bénéficié de cela, puisque finalement, elle a quelqu'un à sa droite qui tient des propos, qui a tenu des propos tellement radicaux qu'elle est apparue beaucoup plus modérée, et donc ça a aidé probablement des électeurs à se rallier à elle. Voilà. Campagne compliquée pour Éric Zemmour, campagne compliquée aussi pour Valérie Pécresse, qui serait donnée pour le moment en dessous de 10%. On va rejoindre la Maison de la Chimie, c'est là que se trouve le QG de Valérie Pécresse, Marc Sirlereau. Marc, est-ce qu'on sent déjà une forme de déception chez les militants et les militantes ? Pour l'instant, il n'y a aucun militant, il n'y a que des journalistes et beaucoup moins nombreux qu'ailleurs. On ne fait même plus la soupe à la grimace. Depuis des semaines et des semaines, on savait que Valérie Pécresse ne ferait pas un bon score. Et pourtant, à un moment, ils y ont cru chez les Républicains. Après la victoire de Valérie Pécresse à la primaire du parti, elle était donnée à 18-19%. Et certaines personnes pensaient même qu'elle était la seule à pouvoir un peu bousculer Emmanuel Macron. Ce n'est pas le cas. Elle n'a pas fait une bonne campagne. Elle n'a pas eu les soutiens nécessaires, notamment Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, c'est plus que la soupe à la grimace ici, puisque la question qui va se poser, que va devenir le parti des Républicains? Quand vous voyez que Marine Le Pen a 24% selon le sondage et qu'Emmanuel Macron en fait aussi 24%, ils se retrouvent au milieu et ils ne sont même pas sûrs que Valérie Pécresse sera devant Éric Zemmour. Si elle se retrouve à 8%, ce serait vraiment une catastrophe pour les Républicains. Rappelons que depuis 2012, les Républicains, la droite traditionnelle et classique, a toujours fourni finalement le président de la République, 5 présidents de la 5e République sur 8. Ici, depuis 3 scrutins, ils se sont à chaque fois battus avec Nicolas Sarkozy, avec François Fillon et cette fois-ci avec Valérie Pécresse. Mais pire, si elle ne fait que 8%, c'est vraiment la dégringolade totale pour les Républicains. Merci beaucoup Marc Sirlereau, et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit la grosse ambiance pour le moment au QG de Valérie Pécresse. On va aller à présent dans le Nord, à Lille, c'est là que nous attend Guillaume Wolf. Alors Lille, on le sait, c'est un bastion socialiste. Un mot peut-être, Guillaume, est-ce que les bureaux de vote sont toujours ouverts sur place? Est-ce qu'on a déjà commencé à dépouiller? Expliquez-nous un peu tout ça. Certains bureaux de vote peuvent fermer, ont fermé à 18h, c'est plutôt dans les zones rurales généralement. Et puis dans certaines grandes villes, on fermera à 20h. C'est le cas à Paris, comme Eric Destiné l'a dit tout à l'heure, mais aussi à Marseille, à Lyon, Bordeaux, Nice, mais donc pas à Lille. Ici, on fermera à 19h et on procédera ensuite, quand ce scrutin sera terminé, on procédera alors au dépouillement. On peut dire un mot sur le taux de participation aussi dans la région où je me trouve. D'abord, le département du Nord, le département 59, ici où je me trouve, à Lille, c'est un taux de participation qui est en très très nette baisse, 62,4% à 17h contre 71 au premier tour il y a 5 ans. C'est une baisse de 8 ou 9 points, c'est assez énorme. Et en revanche, dans le département juste au-dessus, juste au sud, le Pas-de-Calais, département fief de Marine Le Pen, là où elle a voté ce matin à Hénin-Beaumont, là le taux de participation est en hausse. Est-ce qu'il faut déjà interpréter ces taux de participation en fonction des résultats? C'est peut-être un peu tôt, d'autant que, vous le voyez derrière moi, il y a encore du monde pour voter jusqu'à 19h, donc Laurent. Merci beaucoup Guillaume. Et effectivement, ça peut étonner que des gens soient toujours en train de voter, que des Français soient toujours en train de voter. Pourtant, nous vous donnons des estimations. Annie Capel, rappelez peut-être nous ces estimations tout d'abord, et puis comment est-ce qu'on les obtient finalement? Alors, il s'agit en ce moment, on l'a entendu, les Français votent toujours, donc les dépouillements ne commenceront que quand les bureaux seront fermés, et les chiffres que l'on obtient, ce sont des sondages qui sont effectués à la sortie des urnes auprès des électeurs. Une fois que les bureaux de vote ont fermé, alors le dépouillement commence, et là, on peut avoir des chiffres qui sont basés sur des données plus objectives, puisque les instituts de sondage envoient dans ces différents bureaux, un échantillon de bureaux tests, des enquêteurs qui vont pouvoir assister à ce dépouillement. Il est public, donc ils ont tout à fait le droit. Et les présidents de bureaux de vote vont tous les 100, après avoir dépouillé 100 bulletins, annoncer un résultat. Et donc les enquêteurs vont pouvoir envoyer ces informations à leurs instituts qui vont introduire ça dans leur logiciel et dans leurs algorithmes, et pouvoir faire des projections qui vont s'affiner au fil des heures à mesure qu'un nombre plus important de bulletins seront dépouillés. Et rappelons-les, évidemment, ces chiffres pour le moment, même si on le rappelle, on ne le rappellera jamais assez, il faut les prendre avec prudence. On aurait donc un second tour avec Emmanuel Macron et Marine Le
Le Pen qui sont tous deux crédités de 24% des voix. Jean-Luc Mélenchon serait le troisième homme, 19%. C'est le même score pour lui qu'en 2017. On donnerait ensuite Valérie Pécresse et Éric Zemmour en dessous de 10%, aux alentours de 8% pour être plus exact, même si évidemment tout ça doit être recoupé et affiné. On le voit, Marine Le Pen se hisse a priori, plus ou moins, au niveau d'Emmanuel Macron. On va revenir un instant sur sa campagne. On en discute juste en plateau après. Mais regardez tout d'abord ce magnéto. Entre Marine 2012 et la France qu'on aime, son slogan pour cette campagne 2022, il y a bien plus que 10 ans d'écart. Il y a d'abord des sondages qui lui donnent le sourire et lui permettent de croire qu'elle pourrait gagner. Oui, j'ai la possibilité de gagner cette élection présidentielle et je vais, avec l'aide du peuple français, gagner cette élection présidentielle. Il y a aussi un changement sémantique. Marine Le Pen n'est plus la candidate du Front National, mais celle du Rassemblement National, histoire de s'éloigner d'un passé un peu gênant. Ne cherchez pas à essayer de me mettre dans une case, parce qu'en réalité, je ne rentre dans aucune case. Je suis une patriote. Une patriote qui ne renonce pas pour autant à ses priorités du passé. Voici ce qu'elle disait il y a 5 ans. Pour beaucoup de Français, l'immigration massive est une oppression. L'immigration massive n'est pas une chance pour la France. C'est un drame pour la France. Et voici ce qui figure au tout premier rang des 22 mesures de son programme actuel. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, c'est bien l'immigration. Autre particularité de Marine Le Pen, sa désormais bien embarrassante proximité idéologique avec Vladimir Poutine. Elle est une adoratrice de Poutine, ça on le sait très bien, même si elle dit que non. Certes, Marine Le Pen condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais dans son programme, on peut lire qu'il faut rechercher, sans crainte des sanctions américaines, une alliance avec la Russie sur certains sujets de fond, comme la sécurité européenne. Ses électeurs ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Et nous irons dans un instant au QG de Marine Le Pen. Mais tout d'abord, revenons sur sa campagne. Elle est parvenue à incarner la candidate du pouvoir d'achat. Oui, alors effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au moment du début de la guerre en Ukraine, on a pensé que cette guerre allait complètement emboliser la campagne et que le président de la République sortant allait en profiter parce qu'il était le chef de guerre. Et ce qui est assez bien joué de la part de Marine Le Pen, on va voir ce soir les résultats définitifs, ce qui est assez bien joué, c'est qu'elle a réussi à continuer sur une ligne qui était le pouvoir d'achat. D'autant plus que cette question est devenue de plus en plus importante avec les effets du conflit sur le prix de l'essence, etc., etc. Donc elle a réussi à imposer cette ligne-là, sans véritablement faire de propositions très concrètes, mais en tout cas de l'imposer. Et c'est d'autant mieux joué de sa part que ce faisant, elle a réussi à faire un peu oublier qu'elle avait eu toujours une attitude assez équivoque par rapport à la Russie et par rapport à Poutine. Et que, je me souviens notamment qu'elle est allée voir Poutine au Kremlin pendant la campagne présidentielle de 2017. Il y a des photos. Comment est-ce qu'elle a réussi justement à esquiver ça ? Vous avez raison, et il ne faut pas oublier que le Rassemblement National est endetté encore de façon très importante de la campagne de 2017, un endettement auprès des banques russes. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Écoutez, je pense que dans la mesure où Emmanuel Macron n'a pas fait campagne... On la voit, cette photo d'ailleurs. Oui, effectivement, il aurait fait campagne, il aurait véritablement fait campagne, on en reparlera je pense tout à l'heure, parce qu'il aurait véritablement fait campagne, il aurait probablement attaqué Marine Le Pen sur ce terrain-là. On peut lui faire confiance, il va l'attaquer dans la campagne de deuxième tour sur ce terrain-là, mais en effet, il faut reconnaître qu'elle a réussi très habilement à amener la campagne sur le pouvoir d'achat, en se donnant à voir un petit peu comme la meilleure défendresse du pouvoir d'achat, par rapport même à Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Alors justement, on va se rendre à Perpignan, c'est l'une des villes les plus ensoleillées de France, c'est aussi un bastion de l'extrême droite. Henri de Laguérie est sur place. Perpignan, c'est une ville où habituellement, traditionnellement, on vote assez peu. Henri, vous avez passé aussi la journée avec des habitants, vous les avez rencontrés. Est-ce qu'ils sont allés voter et dans quel état d'esprit sont-ils par rapport à cette élection présidentielle ? Alors écoutez, oui, dans l'ensemble, ils sont allés voter, même si la participation est de 3 points inférieure à celle de 2017. Ici, on est dans la seule ville de plus de 100 000 habitants de France, dirigée par le Rassemblement National. C'est Louis Alliot qui a remporté la mairie ici il y a un peu moins de 2 ans. Et Louis Alliot, pendant une dizaine d'années, c'était le conjoint de Marine Le Pen. Résultat, Marine Le Pen, on la connaît très bien ici. C'est quelqu'un de très familier qu'on a vu souvent dans les rues. Et Marine Le Pen, c'est la seule des principaux candidats à
s'être rendue plusieurs fois ici pendant la campagne. Elle est venue 3 fois. Elle a notamment conclu sa campagne jeudi par un immense meeting. Elle est appréciée, elle est populaire et finalement, elle était arrivée en tête ici en 2017. On peut imaginer qu'elle arrive en tête aujourd'hui. En tout cas, j'ai discuté cet après-midi avec Gauthier Sabré, il est sociologue, et il nous explique pourquoi Marine Le Pen plaît autant ici à Perpignan. On peut donner quelques chiffres comme ça. Perpignan, c'est la 4e ville la plus pauvre de France de plus de 100 000 habitants. On parle du territoire où on a le plus de personnes qui sont au chômage, qui ont le RSA. On a une partie de ce territoire qui vit, qui survit, peut-être même plus on pourrait dire, grâce à des aides. Et donc forcément une candidate qui investit depuis un moment le pouvoir d'achat et cette idée d'aider les classes les plus populaires, qu'ont peut-être d'une certaine façon délaissé les candidats les plus à gauche, ou peut-être les moins à gauche. Je pense que ça a participé un petit peu à son succès localement. Oui, et ce qui a aussi peut-être participé à ce succès, on verra s'il se confirme, c'est le fait qu'on a finalement assez peu vu le père, Jean-Marie Le Pen, dans cette campagne. Oui, alors il est quand même assez âgé, donc maintenant, effectivement... et alors vous il peut faire beaucoup de bruit. Alors vous avez raison, parce qu'il ne faut pas oublier que d'abord Marine Le Pen avait exclu son père de son propre parti. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ensuite, il y avait eu un procès parce que son père lui avait prêté de l'argent qu'elle n'avait pas remboursé. Ensuite, il y avait un côté un petit peu Dallas ou dynastie dans cette histoire-là. Et puis, effectivement, finalement, Jean-Marie Le Pen a soutenu sa fille contre Éric Zemmour et contre Marion Maréchal Le Pen, sa nièce préférée entre guillemets. Marion Maréchal Le Pen qui est allée soutenir Éric Zemmour et finalement donc le patriarche a soutenu sa fille. Voilà, donc c'est plutôt pas mal parce qu'il n'a pas il aurait pu très bien mettre le bazar jusqu'au bout parce qu'il a toujours été un petit peu comme ça. Finalement en la soutenant, il a probablement aidé à ce qu'une petite frange plus identitaire évidemment, le vieux Front National. C'est ça, le vieux Front National, même si je pense que la plupart des vieux Front National sont allés sur Zemmour, ça peut aider probablement dans la perspective du deuxième tour à un ralliement assez massif des électeurs Zemmour vers Marine Le Pen. Merci. Annick, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on a des nouveaux éléments, des nouvelles tendances, des nouveaux chiffres ? Alors, on peut déjà vous donner des chiffres qui concernent les territoires d'outre-mer, puisque là, décalage oblige, évidemment, les bureaux de vote sont fermés depuis plusieurs heures déjà, et ce qui apparaît, c'est que, selon une source, Jean-Luc Mélenchon serait le grand gagnant en Martinique et en Guadeloupe, où il dépasserait les 50% de voix. En Martinique, il obtiendrait 56% des voix, en Guadeloupe, 50%. Donc c'est énorme, c'est un recul notable de Emmanuel Macron qui l'avait emporté en Guadeloupe, si je me trompe, en 2017. Dans les Antilles françaises, à Saint-Barth, par contre, c'est Emmanuel Macron qui dominerait ses adversaires avec 23,8% des voix talonnées par Marine Le Pen avec 22%. Oui, Jean-Luc Mélenchon qui ferait visiblement un score assez fort dans les territoires d'outre-mer et qui serait, selon nos estimations, le 3e homme à 19%. Jean-Luc Mélenchon qui a bénéficié d'une forte dynamique en fin de campagne. On revient d'ailleurs sur cette campagne, on en parle juste après. Comment voulez-vous parler d'harmonie avec la nature si vous ne vous intéressez à aucun fait naturel ? Un leader insoumis. Sa force, c'est sa gouaille. L'homme est un excellent orateur, un tribun passionné d'histoire qui aime parler fort et faire bouger les bras. Le septuagénaire aime dénoncer l'oligarchie, les puissances de l'argent, l'administration européenne. Il ne réclame rien d'autre que l'insurrection citoyenne. Génie de la Bastille, qui culmine sur cette place, nous voici de retour, le peuple des révolutions et des rébellions en France. Mélenchon, un optimiste affiché qui a le goût des nouvelles technologies. Pour surprendre, il organise ce meeting dans 11 villes différentes grâce à un hologramme. Incroyable. Alors où suis-je ? Ceux qui le connaissent disent que son programme n'est pas l'affaire d'une présidentielle, mais l'œuvre d'une vie. Des idées, il en a à revendre, mais on lui renvoie souvent à la figure ses prises de position pro-russes, même s'il a dénoncé les dérives du régime Poutine. Mélenchon, un caractère bien trempé qui s'emporte facilement, comme ici lors d'une perquisition dans ses bureaux. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local ? La République, c'est moi ! Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Jean-Luc Mélenchon a été condamné pour injure publique et diffamation après avoir traité des journalistes d'abrutis et de menteurs. Celui qui veut incarner la France insoumise se compare volontiers à une tortue de la fable de La Fontaine. Il veut croire à une percée jusqu'au dernier instant.
Et on va se rendre justement dans le QG de Jean-Luc Mélenchon. Esmeralda Labi, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, 70 ans, 70 ans, et pourtant un homme qui s'intéresse, on l'a vu dans votre reportage, aux nouvelles technologies. Ah, il est à fond 2.0, Laurent, effectivement. C'est vrai que vous avez vu les hologrammes, c'est assez impressionnant. Il est le seul jusqu'à présent à l'avoir fait. Bon, les réseaux sociaux, il est présent comme tout le monde, vous allez me dire, mais il y a quand même quelques chiffres intéressants. Sur Twitter, ils sont 2 400 000 à le suivre. Sur Facebook, 1,3 million. Et il a sa propre chaîne YouTube où on est 270 000 personnes à le regarder. Mais là où il a une longueur d'avance, c'est sur le fait qu'il est aussi accro aux manettes, j'ai envie de vous dire. Il a décidé de séduire les plus jeunes, les gamers, en lançant son propre jeu vidéo qui s'appelle Fiscal Combat. Accrochez-vous, Laurent, regardez. Si vous avez les images, il paraît, selon les spécialistes, moi j'avoue, je ne suis pas très doué à ce niveau-là, mais que ce jeu est amusant, simple et répétitif. En fait, vous devez vous glisser dans la peau de Jean-Luc Mélenchon et puis vous devez aller attraper et secouer des oligarques qui s'appellent par exemple Nicolas Sarkozy ou encore Liliane Bettencourt, qui était l'ancienne première grande fortune de France. Vous devez les secouer pour faire tomber de l'argent et récupérer cet argent. Donc, en fait, Jean-Luc Mélenchon veut séduire sur tous les fronts, tous les publics, du plus jeune à partir de 18 ans jusqu'au plus âgé. Il est vraiment 2.0, oui, je crois qu'on peut le dire. Merci beaucoup Esmeralda. Et Jean-Luc Mélenchon qui semble avoir tout de même incarné une forme de vote utile dans la campagne à gauche. En tout cas dans cette fin de campagne, on va rejoindre à nouveau Guillaume Wolff qui est à Lille. On le disait, c'est un bastion socialiste et pourtant même là-bas à Lille, Guillaume, on s'attend à un score assez faible d'Anne Hidalgo et du PS français. Oui, on s'attend à une claque, même ici à Lille, vous l'avez dit, à Lille, où on vote pour des maires socialistes depuis 1955. Ça risque de ne pas suffire pour sauver la campagne d'Hidalgo. Ce qui ne suffira pas non plus, c'est le soutien de Martine Aubry, la maire de Lille, un poids lourd du PS qui s'est affiché beaucoup longtemps avec Anne Hidalgo dans les meetings jusqu'à ces derniers jours. Elle était encore présente. Martine Aubry, c'est quasiment le poids lourd du PS qui s'est le plus montré auprès de Anne Hidalgo, mais ça risque de ne pas suffire puisqu'on pointait Anne Hidalgo dans les derniers sondages, autour de 2-3%. Ne cherchez pas, il n'y a jamais eu un aussi mauvais score. Rappelez-vous, en 2017, on se moquait peut-être un peu gentiment du score de Benoît Hamon, 6,5%. Ici, ce sera peut-être la moitié. En tout cas, en dessous de 5%. Et vous savez, ce taux de 5%, il est important parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on rembourse intégralement les frais de campagne. En dessous de 5%, on ne rembourse que 800 000 €. On ne sera bien sûr on n'aura bien sûr pas tout couvert dans les frais de campagne du PS si on n'atteint pas les 5%. C'est important puisque là, le PS pourrait prendre une claque, pourrait jouer son honneur ce soir, mais aussi ses finances, ce qui serait véritablement un double drame pour le PS ce soir, et notamment ici à Lille-Laurent. Merci beaucoup Guillaume. Et oui, on le sait, le PS français est dans une situation notamment financière très compliquée. Pierre Mathieu, ils ont notamment dû vendre leur siège de Solferino qui se trouve non loin d'ici. Est-ce que on se dirige vers la fin du PS français ? Effectivement, là, comme on l'a entendu à Lille, déjà en 2017, Benoît Hamon n'avait fait que 10% à Lille. Alors, c'était 4% de plus qu'en France, mais vous imaginez, et Mélenchon avait déjà fait 30%. Donc, c'est un lent déclin qui est en train de s'accélérer. Il est clair que ce soir, Anne Hidalgo, on n'a pas de chiffres, mais sera en dessous de 5%. Donc, effectivement, comme ça a été dit, ça va être une accélération des difficultés économiques, un petit peu comme la métaphore d'une entreprise. Le PS qui avait déjà, vous l'avez dit, dû vendre son siège la dernière fois parce que voilà, il avait perdu beaucoup d'argent. Puis ensuite, en ayant moins de députés, il avait eu moins d'argent public pour financer son fonctionnement. Donc évidemment, là, on est dans une situation de disparition quasi totale du parti. On va voir aux législatives ensuite au mois de juin, mais très clairement, aujourd'hui, c'est carrément la vie même de ce parti qui est en cause. Et effectivement, Martine Aubry à Lille, c'est un petit peu, pardonnez-moi, l'éléphant socialiste qui cache un peu la forêt socialiste qui est en train de se déforester. Il n'y a plus personne et c'est une vraie catastrophe pour eux. Il n'est pas impossible que Anne Hidalgo se retrouve derrière Jean Lassalle. Elle sera probablement battue pour le candidat communiste. Vous imaginez, depuis 1969, jamais un candidat socialiste n'a été devancé par le candidat communiste. Donc c'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe. Et on sera particulièrement attentif aux chiffres définitifs d'Anne Hidalgo ce soir. Mais on va... Voilà, on devait se rendre chez Marine Le Pen, mais on s'y rendra un peu après, c'est pas grave. On va chez Emmanuel Macron, c'est l'autre candidat qui a priori serait au second tour. Emmanuel Macron qui est pour le moment crédité, même si on reste prudent, de 24% des voix, en tout cas dans les estimations que nous avons. Bonjour Quentin, tout à l'heure, rebonjour Quentin, vous nous avez dit que l'ambiance commençait à monter. J'imagine qu'au fur et à mesure que ces chiffres se diffusent, on est heureux ou pas finalement? Dans quel état d'esprit est-on ?
Alors pour l'instant, autant vous dire tout de suite, Laurent, à part les communicants, les conseillers proches d'Emmanuel Macron, on n'a pas vu un militant pour l'instant, je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément de contrôle, de sécurité à l'extérieur et puis aussi à l'intérieur. On est extrêmement prudent. Mais quand on parle avec les communicants, les plus proches conseillers d'Emmanuel Macron, on n'est pas vraiment heureux. Et il faut dire, Laurent, que ça fait des semaines maintenant, quelques semaines, que c'est la véritable dégringolade. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron était tout de même à un moment donné à 30% des intentions de vote avec presque 10 points d'avance sur son plus proche concurrent et il n'a fait que baisser de jour en jour. Lui qui avait pourtant profité de son statut de chef d'État, chef de la France en gérant notamment la crise du coronavirus. Alors il devait se déclarer au départ fin janvier, début février, c'est ce que nous disaient ses collaborateurs et puis il n'a fait que reporter cette date de jour en jour, finalement de semaine en semaine, car il devait gérer ce qui deviendra la guerre en Ukraine. Interlocuteur privilégié de Volodymyr Zelensky en Ukraine, puis de Vladimir Poutine en Russie. Au départ, on avait prévu une déclaration dans un petit village, dans une petite ville au détour d'une conversation. Cette piste a été abandonnée. Il devait se rendre dans un 20h pour le faire, mais il avait la crise en Ukraine à gérer. Il n'avait d'autre choix que de le faire finalement dans une lettre aux Français à la date limite du dépôt des candidatures, le 8 mars. Résultat, il n'a été en campagne que finalement 37 jours, une campagne éclair pour lui, quasiment pas un déplacement dans une grande ville, à part la ville de Dijon. Il n'a fait que des petits déplacements dans les petits villages, un seul grand meeting seulement, et je peux vous dire que pour avoir été au contact des Français, c'est presque 10 derniers jours dans des reportages au contact de la population, ils nous ont dit ils en avaient marre d'Emmanuel Macron, pour beaucoup, soyons clairs, et puis deux, qui n'étaient pas assez proches des Français. Il a été finalement plus président qu'en candidat, il a refusé, et c'est très important, le débat avec les autres candidats, et donc ça a joué. Plus président que candidat, c'était risqué, on le savait, ça a failli payer. Ce soir, on le voit, le pari n'est pas vraiment gagné pour lui. Oui, une absence de débat, Quentin, qu'on lui a beaucoup reproché, notamment Marine Le Pen. Et ça tombe bien, on a retrouvé Damien Hollette, qui est au QG de Marine Le Pen. Damien, je pense qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de journalistes notamment sur place, que c'est un peu compliqué. Décrivez-nous la situation. Oui, c'est pour ça qu'on vous retrouve que maintenant, Laurent, la situation est assez compliquée, chaotique, je dirais même, de l'avis d'un journaliste qui couvre les élections françaises depuis une trentaine d'années. Il n'avait jamais vu une situation aussi chaotique pour les médias. Entre 380 et 400 médias se sont accrédités pour la soirée électorale ici au QG du Rassemblement National. Du jamais vu, là aussi. Et la presse vient des quatre coins du monde, la BBC notamment, les médias britanniques, belges évidemment, japonais, américains, tout le monde est là et tout le monde attend maintenant ces résultats. Il n'y a pas de liesse, tout simplement parce que les militants ne sont pas encore arrivés. Ils devraient arriver d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Les médias, eux, sont bien là et on commence à scruter les chiffres que l'on donne, notamment nous, à la RTBF. Ces 24%, qu'est-ce qu'ils signifient pour le Rassemblement National ? Ils signifient la suite de la croissance de la courbe de popularité du Rassemblement National, ex-Front National et désormais de Marine Le Pen. Depuis 1988, cette croissance n'a fait que continuer, qu'augmenter. Juste en 2017, lorsque Nicolas Sarkozy a affronté Ségolène Royal, c'est le seul contre-coup qu'a subi le Front National de l'époque. Mais depuis que Marine Le Pen a repris ce parti en main en 2011, il augmente à chaque élection. La dernière fois, c'était donc un peu plus de 21%, 21,5%. On serait donc ici à 24%. Un coup de massue, sans doute, pour le reste des partis français. Merci beaucoup Damien, et rassurez-vous, même si vous n'êtes pas à l'intérieur du QG, la vue derrière vous est très belle, vous n'y perdez pas. On va refaire un point en plateau avec vous, Annick Capel, sur les chiffres, on le sait, c'est la clé, c'est l'information essentielle. À nouveau au niveau des tendances, que sait-on à l'heure actuelle? Il est 18h38. Alors, le chiffre que nous sommes en mesure de vous donner n'a pas évolué depuis tout à l'heure. C'est cette égalité à 24% entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On ne cessera de le répéter, c'est un chiffre qu'il faut prendre avec énormément de prudence.
d'une part parce qu'il est basé sur une seule source, et puis d'autre part parce qu'il daterait de sondages à la sortie des urnes qui ont été effectués en milieu d'après-midi, et vu le caractère très étroit entre ces chiffres, il n'y en a même pas en l'occurrence ici, il pourrait évoluer, puisque on imagine que le profil sociologique des électeurs du matin n'est pas forcément celui des électeurs de cet après-midi. Donc, une fois de plus, prudence sera le mot d'ordre jusqu'au résultat officiel un petit peu plus tard dans la soirée. Oui, tout à fait, prudence. Et c'est d'ailleurs avec prudence qu'on rappelle les deux autres chiffres que nous avons pour le moment. Ce serait Éric Zemmour et Valérie Pécresse qui seraient aux alentours de 8%. Revenons d'ailleurs sur cette campagne de Valérie Pécresse. 8%, ce serait une déception, très clairement. Elle qui semblait en décembre ou en janvier la mieux placée pour battre Emmanuel Macron selon les sondages. Alors que s'est-il passé ? C'est ce qu'on regarde. Décembre 2021, Valérie Pécresse remporte la primaire LR. À 54 ans, elle devient la candidate de ce parti de droite à la présidentielle. Ça cible déjà le président sortant. Emmanuel Macron n'a qu'une seule obsession, c'est plaire. Moi, je n'ai qu'une seule passion, c'est faire. Pour la première fois, c'est une femme qui représente ce parti dans la course à l'Élysée. Son expérience, notamment, a séduit les militants. Conseillère de Jacques Chirac dans les années 90, ministre sous Nicolas Sarkozy et depuis 2015, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Je dirige une des grandes régions françaises. Vous pouvez vérifier sur pièce. Quand je dis quelque chose, je le fais. Le courage de faire, c'est devenu son slogan, avec une priorité affichée, le portefeuille des Français. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est vraiment le sujet majeur. Valérie Pécresse veut incarner la droite entre Macron, Le Pen et Zemmour. Le thème de l'immigration est donc aussi au cœur de son programme. On a besoin d'une immigration de travail dans certains métiers et on a besoin de ramener les clandestins chez eux. Soyez libres ! Mais son style, lors des meetings, est parfois moqué. Sa communication aussi, comme au moment de la crise en Ukraine, quand elle convoque son propre Conseil de défense. D'autres lui reprochent de ne pas toujours écouter ses interlocuteurs. Pendant la campagne, Valérie Pécresse a du mal à rassembler. Nicolas Sarkozy, par exemple, ne lui a pas apporté son soutien. Un coup dur pour la candidate des Républicains. Eh bien justement, on va rejoindre Marc Sirlereau qui est au QG de Valérie Pécresse. Alors Marc, tout à l'heure, on ne peut pas dire que l'ambiance était folichonne sur place. Est-ce que ça va un peu mieux ? Non, ça n'a pas changé. Il y a une certaine continuité à ce niveau-là. Il faut bien dire qu'ici, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a plus beaucoup d'espoir depuis longtemps pour Valérie Pécresse et son résultat. Il faut dire qu'elle n'a pas fait une très très belle campagne. Elle a raté sa campagne sur la forme, mais aussi sur le fond. Son positionnement, sa ligne, on l'a jamais très bien compris. Elle est europhile et libérale comme Emmanuel Macron, mais en matière d'immigration, en matière de sécurité, elle a un peu tenu des discours qui étaient plutôt proche de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, donc un grand écart qui ne lui a pas du tout réussi. Alors la question qu'on se pose maintenant, que vont faire les Républicains ? Que va faire Valérie Pécresse ? Pourra-t-elle annoncer déjà ce soir qu'elle appelle à voter, elle, à titre personnel, pour Emmanuel Macron, pour faire barrage à Marine Le Pen ? Mais quelle sera la position des Républicains ? Vous savez qu'ils sont très partagés. On sait qu'il y a le courant d'Éric Ciotti, qui était l'adversaire principal de Valérie Pécresse pendant la primaire des Républicains, qui avait dit, une fois qu'on lui avait posé cette question, entre Macron et Zemmour au deuxième tour, vous voteriez pour qui ? Il avait répondu sans embâche, moi je voterai pour Zemmour. Donc on sent que le parti va être tiraillé là-dessus dès ce soir, et demain il y a des réunions toute la journée chez les Républicains, peut-être pour décider d'une ligne par rapport aux résultats de ce soir. Ouais. Merci beaucoup Marc, et très clairement, ce soir après 20h, c'est une nouvelle campagne qui va débuter. Un mot aussi d'Éric Zemmour. Selon nos estimations, on reste prudent, on le rappelle, mais il serait lui aussi à 8%, ce qui serait une déception, vu qu'il était donné dans les sondages il y a quelques semaines encore beaucoup plus haut. Alors là aussi, que s'est-il passé ? A-t-il raté sa campagne ? Eh bien, c'est ce qu'on voit. Regardez. Dans le viseur de cet incontestable expert de la polémique, la présidence de la République. Et parmi ses cartouches principales, Éric Zemmour a choisi l'immigration. Je veux expulser
les chômeurs étrangers au bout de 6 mois de recherche d'emploi infructueuse, car la France n'est pas un menu à la carte. Avant même d'être candidat, Éric Zemmour suscitait déjà le rejet pour les uns et l'attrait pour d'autres, un phénomène qui s'est amplifié au cours des derniers mois. J'aime bien son approche de la gestion de la dépense publique. J'aime bien son approche aussi de la question de l'identité. C'est quelqu'un qui se développe sur la frustration et sur la haine, et que les valeurs qu'il partage sont nauséabondes. Et pourtant, Éric Zemmour refuse l'étiquette d'extrême droite, lui qui se rêve en rassembleur. Nous sommes les seuls à être de droite dans cette campagne. Et c'est vrai qu'il a réussi à attirer plusieurs personnalités politiques, la plupart d'extrême droite, mais aussi quelques responsables de droite, comme cet homme, Guillaume Pelletier, qui a notamment été le numéro 2 du parti Les Républicains. Et début mars, il était fier d'être rejoint par Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, avec la conviction que cela lui ferait faire un bond dans les sondages, qui ne s'est jamais produit. L'admiration que portait Éric Zemmour à Vladimir Poutine lui a peut-être coûté cher. En décembre dernier, il avait affirmé que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine. Il a depuis reconnu qu'il aurait dû être plus lucide, une marche arrière que son électorat potentiel aura peut-être du mal à gober. Voilà pour ce portrait d'Éric Zemmour. Un mot, Annick, aussi de l'abstention. Là aussi, on a une tendance très claire. Oui, alors c'est un chiffre que l'on peut lui donner avec certitude. Il s'agit du taux de participation. À 17h, donc avant que les premiers bureaux de vote ne ferment, il était de 65%. 65%, donc un peu plus de 2/3 des électeurs se sont mobilisés pour cette élection présidentielle. C'est moins qu'il y a 5 ans, où à la même heure ils étaient 70%, mais c'est plus qu'en 2002, année de tous les records. Rappelez-vous, la participation n'avait pas dépassé les 60%. Donc on pensait que cette année, le taux d'abstention battrait des records. Visiblement, ce n'est pas dans cette direction que l'on s'oriente à ce stade, donc, puisque, comme on l'a dit, une grande partie des Français votent toujours et donc ces chiffres sont susceptibles d'évoluer. Évidemment, Pierre Mathieu, ce taux d'abstention, c'est un enseignement. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, je fais une petite correction. En 2002, l'abstention était de 28,4%. C'est le record. Pour un premier tour de présidentiel. Cette fois-ci, là, d'après les projections, on serait autour de 26,5% d'abstention. Finalement, à 20h, il faut attendre. On serait à 26,5%. Donc, on serait 2 points de mieux que le record, donc ça va, c'est pas mal, mais on serait quand même 4% d'abstention de plus que la dernière fois, qu'en 2017. Donc ça veut dire que c'est quand même une situation qui est problématique pour la France, mais c'est vrai qu'on est dans un... Alors c'est vrai que vous, en Belgique, vous avez l'avantage de ne pas débattre de l'abstention, n'est-ce pas, quand vous faites une soirée électorale. Alors là, c'est ça, donc c'est bien, comme ça vous gagnez du temps. Mais disons qu'il ne faut pas oublier qu'en France, depuis 2017, depuis les élections législatives de 2017, on a toujours eu des abstentions au-dessus de 50% à toutes les élections depuis 2017. Donc c'est vrai que là, on est dans une espèce de parenthèse... je ne vais pas dire enchanté, parce que pour un Français, 26% ou 26 et quelques % d'abstention à la présidentielle, c'est quand même dramatique, mais rapporté à ce qui s'est passé. C'est l'élection reine aussi, sous la 5e République. Voilà, c'est un peu The Voice, si vous voulez. Je veux dire, non, mais c'est ça le problème, c'est que les Français s'intéressent parce qu'il y a un côté course de petits chevaux, très personnalisé, très individualisé. Donc ça participe beaucoup plus. On a eu quand même le record on a eu que 15% d'abstention certaines fois. Vous imaginez, c'est très très faible, même 12% une fois. Bon, là, c'est 26%, c'est beaucoup. Mais l'année dernière, aux élections régionales, on a eu 68% d'abstention. Donc, on va dire que pour une présidentielle, c'est pas bien, mais rapporté à ce qui se passe depuis 5 ans, c'est pas si mal. Et historiquement, est-ce qu'on vote plus au second tour ? Est-ce qu'il faut s'attendre à une abstention plus forte ou moins forte au second tour ? Alors, en général, on vote plus au second tour. Il y a eu 3 fois où on a voté moins au second tour, dont la dernière fois. Il y a quand même eu, j'ai mes chiffres ici, on a quand même eu 4 millions d'électeurs de moins au deuxième tour la dernière fois déjà, parce que c'était là un affrontement Macron-Le Pen. On va pas faire de scénario pour dans 15 jours, mais vous imaginez bien que s'il se confirme que c'est Macron contre Le Pen une fois de plus,
on risque d'avoir à nouveau une abstention beaucoup plus forte au deuxième tour par rapport au premier tour, qui va être le fait de personnes qui ne voudront pas choisir entre les deux, mais qui ne voudront pas les voter blanc ou nul. Est-ce qu'on peut vraiment parler de tendance, puisque vous l'avez dit, en 2002, c'était une abstention record. En 2007, par contre, pour le duel Hollande-Sarkozy, on a beaucoup voté. Oui. C'était moins en 2017. Est-ce que c'est vraiment une tendance de fond ou finalement, ça dépend un peu de la campagne des candidats? Alors vous avez raison, ça dépend un peu du contexte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on pense parfois que c'est l'offre politique qui est pas assez importante. En 2002, c'est l'année où il y a eu le record de candidats. 16 candidats, c'est l'année où on a le moins voté. Cette fois-ci, on avait 12 candidats, un de plus que la dernière fois, on vote moins. Donc vous avez raison, c'est pas le nombre de candidats, c'est pas l'insuffisance de l'offre, c'est plutôt la dynamique de campagne. Et il est évident, on en reparlera sans doute, que cette dynamique de campagne cette année, elle n'a pas été extraordinaire, notamment pour certains candidats, et en particulier Emmanuel Macron. Ouais, on verra effectivement ce soir s'il y a une nouvelle campagne qui débute. On a parlé d'Éric Zemmour il y a quelques instants. On va retourner à Perpignan, je vous le disais, c'est un bastion de l'extrême droite historiquement. Henri de la Guérie, quel jeu a joué Éric Zemmour dans la campagne? Finalement, est-ce qu'il a gêné la campagne sur place de Marine Le Pen? Non, c'est finalement plutôt l'inverse. J'en parlais avec le maire de Perpignan, Louis Alliot, seul maire d'une grande ville de plus de 100 000 habitants dirigée par l'extrême droite. Et Louis Alliot expliquait que finalement, Éric Zemmour avait permis à Marine Le Pen de recentrer son image. Ça a permis à ce que Marine Le Pen apparaisse comme plus douce, moins agressive. Et puis, clairement, la présence d'Éric Zemmour dans ce premier tour, ça offre à Marine Le Pen un réservoir de voix pour le deuxième tour, ce qu'elle n'avait pas en 2017. C'est vraiment là toute la différence. Et puis ce qui est intéressant quand on interroge les habitants, les électeurs et les électrices de Marine Le Pen, c'est qu'ils font vraiment une distinction entre les deux candidats. Beaucoup d'électeurs me disaient qu'une chose était voter Marine Le Pen, qui est totalement accepté et compréhensible ici. Éric Zemmour, c'est autre chose. En tout cas, on a rencontré ces électeurs, ces électrices cet après-midi dans Perpignan, des électeurs du Rassemblement national, et je vous propose de les écouter. J'ai voté Marine Le Pen ce matin. Quelle honte! Et j'étais pas partie pour ça. Je devais voter Mélenchon de mes convictions, pas des convictions, j'ai voté Marine Le Pen au premier tour. Je pense que c'est pas un hasard si nous avons un maire qui s'appelle M. Alliot, et donc je pense que oui, on va continuer dans ce sens, on en est satisfait. Il n'y a pas de raison de changer. J'aime bien la personne qu'elle est aussi, elle est plus humaine par rapport à ce qu'elle était avant, de ce qu'on voyait avant, et puis j'aime bien ce qu'elle dégage. Donc je la vois bien en tant que présidente pour une fois, et puis une femme pour une fois. Et comme les autres femmes, je ne les vois pas trop Pécresse et tout. Voilà. Et pourquoi pas Éric Zemmour? Non, j'aime pas sa façon de... Peut-être qu'il a des idées qui peuvent ressembler à Madame Le Pen, mais sa façon de les exprimer, j'aime pas. Trop cru, trop vulgaire, peut-être. Pierre-Mathieu, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, des électeurs d'extrême droite, de Marine Le Pen, mais qui n'aiment pas Éric Zemmour. Finalement, quelle est la différence sociologiquement entre l'électorat de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour? Je pense que les électeurs-là, ils ne diraient pas qu'ils sont d'extrême droite. Je pense, vous voyez, parce que je pense que Marine Le Pen a réussi ce pari, par rapport à son père notamment, de tenter de se recentrer. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup d'électeurs de Marine Le Pen disent « Je vote Marine Le Pen, je ne vote pas Zemmour parce que je ne vote pas à l'extrême droite ». Des électeurs qui viennent de gauche, effectivement. Qui viennent de gauche, mais qui on dit parfois que le monde ouvrier aujourd'hui vote plutôt pour Marine Le Pen. Le monde ouvrier, d'abord, il vote pas. Ils votent pas, ensuite ils votent Mélenchon, Le Pen, en gros, mais bon, pour schématiser. Mais vous voyez, je pense que beaucoup d'électeurs Le Pen disent je vote Le Pen et pas Zemmour parce que je ne vote pas pour un fasciste. Je ne vote pas à l'extrême droite. Donc je veux dire que d'une certaine manière, Marine Le Pen, on le disait tout à l'heure, a réussi son coup grâce à Zemmour. Au fond, plus Zemmour a été sur des positions radicales, plus elle a stabilisé son vote. Et aussi, ce qui est très intéressant en termes de sociologie du vote, c'est que l'électorat de Marine Le Pen est globalement un électorat qui est beaucoup plus de catégories populaires, qui est globalement pour l'avortement, pour le divorce. C'est pas un électorat traditionnaliste. L'électorat de Zemmour, c'est plutôt un électorat des petits bourgs ruraux de France, un électorat assez catho-tradi, assez sensible au test sur le grand remplacement. Donc c'est pas vraiment le même électorat. Mais bon, au deuxième tour, ils iront probablement voter Le Pen. Mais en tout cas, et c'est aussi l'électorat Zemmour, un électorat, une partie de l'électorat de Fillon de la dernière fois, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure de l'explication de la chute de Pécresse par rapport à Fillon, moins 12%, c'est qu'une partie de l'électorat Fillon, c'est un peu de la droite
traditionnel qui a basculé vers Zemmour sur notamment des problématiques de grand remplacement, de place de l'Église catholique par rapport à l'islam, etc. etc. Et cet électorat d'Éric Zemmour, il se trouve, entre autres, en tout cas les militants, au QG d'Éric Zemmour. Bonjour Adeline Percet, on vous retrouve sur place. On imagine quand même une forme de déception si ce score de 8% se confirme. Oui, c'est ce qu'on ressent ici, un peu de déception. Maintenant, les gens ne veulent pas encore y croire avant d'avoir les résultats définitifs. Mais ce qui semble se dessiner, c'est un peu ce qu'on a observé dans ces derniers temps de campagne, c'est qu'au fond, Éric Zemmour est celui qu'on a appelé le président de la fachosphère. Vous savez, il était très très fort sur les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple, 12 millions de publications Éric Zemmour entre le 1er janvier et puis le 25 mars, c'était 6 fois plus que Marine Le Pen. Et pendant le même temps, Marine Le Pen, elle a ratissé le terrain. Un autre exemple, 13 bus qui ont été ces dernières semaines à l'effigie de Marine Le Pen dans tous les départements français, dans les endroits les plus reculés, avec des militants très remontés qui ont été sur un thème principal, le pouvoir d'achat. Et au fond, ce qu'on ressent ici, c'est que finalement, Éric Zemmour a été un peu le marketing et que Marine Le Pen était plus dans le réel. Et ici, ce soir, les militants sont un peu déçus parce qu'ils ont pensé en début de campagne, en fait, qu'Éric Zemmour était celui qui allait faire l'union des droites, l'union entre l'extrême droite, le Rassemblement national et les Républicains, le parti historique de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac. Voilà, on n'a pas le sonore, c'est pas grave. Peut-être rapidement, juste Annick, un mot. Finalement, pour le moment, on a une seule estimation. Est-ce qu'on en a d'autres ? Non, alors on n'est pas en mesure de vous donner de nouveaux chiffres, des informations supplémentaires en provenance d'autres instituts de sondage. Il y a peut-être une raison à ça d'ailleurs. Oui, rappelons peut-être que ces derniers jours, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale a annoncé qu'elle avait obtenu des principaux instituts de sondage la garantie qu'ils n'effectueraient pas de sondage à la sortie des urnes. Visiblement, la consigne, le mot d'ordre a été respecté. Donc, ça veut dire qu'il vaudra sans doute attendre les premiers dépouillements pour qu'on puisse vous donner de nouveaux chiffres. Mais c'est à cause de vous en fait. Les Belges, les journalistes des Belges et des Suisses. Non, parce qu'en 2017, du fait du développement d'Internet, de plus en plus, vous avez donné les résultats. Il y avait beaucoup de sondages sortis d'urne à l'époque. Les Suisses et les Belges ont donné les résultats à partir de 18h, 18h15, et ça a été considéré évidemment en vue de France pour ceux qui n'avaient pas encore voté, comme une manière quand même de faire pression ou d'influencer les électeurs. Donc ça veut dire que effectivement, il y a eu des demandes beaucoup plus précises qu'avant de ne plus faire ces fameux sondages sortis d'urne à cause de vous. Voilà, je suis désolé de vous dire. Désolé, ça ne vous a pas empêché de venir. En tout cas, ce soir, merci beaucoup. Bon, il y en a un dont on n'a pas encore vu le reportage, la campagne, c'est Emmanuel Macron qui serait donné donc ce soir à 24%. Alors quel type de campagne a-t-il fait ? Regardez. Une mise en scène présidentielle pour le désormais président candidat. Chaque semaine sur YouTube, immersion dans son quotidien. La communication est bien rodée. En Russie au début de la guerre, à Bruxelles et à Paris pour gérer la pandémie ou sur le terrain ces derniers jours, comme ici à Dijon. Un bain de foule comme il les aime. Je me bats pour le projet qui est le mien, pour cette vision qui est celle de l'unité de la France. J'ai essayé de la maintenir pendant ces 5 années. On sait les difficultés, les divisions qui sont là, on ne les a pas toutes corrigées, je suis très lucide. C'est aussi pour ça que je veux continuer à m'engager. 5 ans à l'Élysée et de nombreux dossiers. Les gilets jaunes d'abord. Le coronavirus ensuite. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Emmanuel Macron aura tenu le cap. Et dès le début de la guerre en Ukraine, il veut montrer qu'il est sur tous les fronts. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. S'afficher comme l'interlocuteur privilégié de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky, c'est apparaître au-dessus des autres candidats, comme s'il n'y avait que lui pour gouverner la France. Officiellement candidat à la dernière minute, il a refusé tout débat. Ce soir, et peut-être au second tour, son plus grand rival, ce pourrait bien être l'abstention.
Eh bien, d'ailleurs, parlons-en de ce second tour. On retrouve Quentin Warlop, qui est au QG d'Emmanuel Macron. Quentin, si Emmanuel Macron veut gagner au second tour, il va devoir aller chercher des alliances. Où va-t-il aller les chercher ? Il va en tout cas essayer d'aller les chercher du côté des militants de chez Jean-Luc Mélenchon. C'est quasiment sa seule porte de sortie, car du côté du Parti Socialiste, il y a 2-3% tout au plus à aller chercher. Du côté de la droite, ce sera très compliqué. Éric Zemmour pourrait se rallier à Marine Le Pen, et donc il va devoir tenter de convaincre les électeurs écologistes. Là aussi, c'est quelques pourcents, mais donc c'est la raison pour laquelle il a passé son discours côté gauche. La semaine passée, on était là-bas, il n'a qu'à fin de son meeting placé la barre à droite en ravivant le rassemblement, en critiquant le Rassemblement national. Alors ici, je vous le disais tout à l'heure, on est en train de se préparer et ça se précise. Regardez, c'est là qu'Emmanuel Macron fera son discours en fin de soirée. Alors je discutais avec des proches collaborateurs tout à l'heure et ils me disaient qu'effectivement, ils sont pour l'instant au coude à coude, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et que symboliquement ce serait tout simplement catastrophique que Marine Le Pen passe justement devant lui. Alors il y a deux analyses du côté de chez Emmanuel Macron. Soit ça peut être un électrochoc pour tous les électeurs français qui rejettent l'extrême droite, soit ça peut mobiliser encore et revigorer encore un peu plus les électeurs de Marine Le Pen, raison pour laquelle Emmanuel Macron est inquiet. Oui, il est inquiet, souvenez-vous, il ne critiquait jamais le Rassemblement national, jamais Marine Le Pen, et il l'a fait pourtant à la fin de son discours, de son meeting la semaine dernière. Il concentre ses attaques sur elle, et puis il faut bien le dire, Marine Le Pen a été aussi aidée par Éric Zemmour, qui a joué le rôle de pare-choc, qui a joué le rôle de bouclier. Il l'a finalement humanisé, mais en tout cas l'extrême droite, ce sera la clé de cette élection présidentielle. Merci beaucoup Quentin. Il est exactement 19h et on va refaire le point sur les chiffres, sur ce que l'on sait. Annick, 19h, c'est aussi le moment où on va entrer dans une nouvelle dynamique justement au niveau de ces chiffres. Expliquez-nous. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que la plupart des bureaux de vote vont fermer maintenant, et donc on espère, on croise les doigts pour qu'on ait des chiffres un petit peu plus objectifs que ceux qu'on a pu vous donner jusqu'à présent, puisque dans tous ces bureaux de vote, on va commencer à dépouiller, et donc les enquêteurs des instituts de sondage vont pouvoir être en mesure de prendre note des premiers dépouillements, puisque après 100 bulletins dépouillés, le président du bureau de vote va annoncer la tendance. Ces informations vont remonter vers les instituts de sondage qui vont pouvoir, avec leur logiciel, essayer d'effectuer des projections qui vont s'affiner au fil des heures à mesure que le nombre de bulletins seront dépouillés. Et on va affiner évidemment tout ça dans les minutes qui viennent, surtout restez avec nous. Mais tout d'abord, on va aller au QG de Marine Le Pen. On a laissé Damien Roulette là-bas qui n'avait pas pu rentrer, qui nous avait décrit une situation chaotique. Où en est-on, Damien ? Vous êtes à l'intérieur, je vois. Ça va, voilà, et vous voyez derrière moi la scène sur laquelle Marine Le Pen s'exprimera tout à l'heure. On n'en sait pas plus sur quand elle s'exprimera. Par contre, quand on parle avec les communicants du Rassemblement national, ils se montrent très prudents. Ils disent que les Français ont voté, il faut les laisser s'exprimer, à l'image de leur slogan depuis le début. Quand le peuple vote, le peuple gagne. Mais je dois vous dire aussi que quand on parle avec eux, ils ont le sourire en coin, bien évidemment, et la salle est en train de se remplir. On voit les militants arriver, la plupart sont assez jeunes, les buffets sont ouverts, et je peux vous dire qu'ici, l'ambiance commence à largement se détendre depuis tout à l'heure. Merci beaucoup Damien. Refaisons le point sur le score de Marine Le Pen. 24%, c'est clairement, si ça se confirme en tout cas, ce serait un succès pour elle. Ce serait le meilleur score du Rassemblement national de l'histoire de l'élection présidentielle, puisque son père Jean-Marie Le Pen s'était qualifié en 2002 en faisant 16,9%, ce qui n'était pas beaucoup pour se qualifier au deuxième tour. Marine Le Pen la dernière fois avait fait 21,3% pour se qualifier. Elle ferait 3% de plus, donc elle serait en progression là où Emmanuel Macron stagnerait. Donc effectivement, ce serait un très bon résultat pour elle, d'autant plus que dans les élections passées depuis 2017,
le Rassemblement national n'a pas triomphé. Hein. Ils n'ont pas fait des très très bons scores, ils n'ont pas été extrêmement efficaces. Donc là, effectivement, il y aurait ça serait un vrai succès pour le Rassemblement, oui, bien sûr. Alors, ce score, justement, qu'est-ce que ça change au niveau du narratif politique? C'est-à-dire, si Marine Le Pen devait, par exemple, arriver devant Emmanuel Macron, est-ce que c'est quelque chose qui lui est favorable ou plutôt défavorable, parce que certains pourraient appeler un sursaut républicain? Est-ce qu'on a une idée? Alors, sauf à me tromper, je crois que personne n'a gagné en étant deuxième au premier tour. Il faut que je vérifie mes fiches, mais je crois que c'est toujours celui qui était en tête au premier tour qui a gagné, même quand il était en tête de pas grand-chose. Donc, et puis bon, symboliquement, effectivement, on a vu le plateau tout à l'heure pour Emmanuel Macron. Il va attendre pour s'exprimer de savoir s'il est premier ou deuxième. Et pour un président sortant, le paradoxe, c'est que faire le même score que la dernière fois, après 5 ans de mandat, on pourrait dire c'est pas si mal, puisque finalement, il maintient ses positions. Sauf que arriver deuxième derrière son adversaire de la dernière fois, symboliquement, ça change un petit peu la donne. Et aussi, si je puis me permettre, mais on en reparlera tout à l'heure, le problème c'est que en 2017, la logique de Front républicain avait encore relativement bien fonctionné, dans le sens où les électeurs de gauche, et bien aussi une partie des électeurs de François Fillon avaient considéré que l'objectif n'était pas de voter pour Macron, mais d'éliminer Marine Le Pen. Cette fois-ci, on va en reparler sans doute, je crois que cette dynamique, disons, de Front républicain, ou cette dynamique d'empêchement de l'élection de Marine Le Pen n'est plus du tout la même en France, du fait de l'hostilité, voire de la haine que suscite Emmanuel Macron à gauche. Et là, il y a une vraie crainte qu'il doit avoir et sur laquelle il doit travailler très très rapidement dans les 15 jours qui viennent. Ouais, et on va en rediscuter évidemment, mais tout d'abord, on va rejoindre Esmeralda Labi, qui est au QG de Jean-Luc Mélenchon. On rappelle pour le moment, le chiffre de Jean-Luc Mélenchon selon les sondages, c'est 19%. À nouveau, pour le moment, dans quel état d'esprit est-on sur place ? On fait la fête, Laurent, d'ici quelques minutes, j'espère qu'on pourra vous envoyer les images. Derrière moi, vous allez me dire, c'est très calme, il ne se passe rien. Oui, c'est vrai, ce sont les journalistes accrédités. Pour l'instant, il n'y a pas franchement d'ambiance ou d'intérêt ici, parce qu'on ne sait pas à quelle heure parlera Jean-Luc Mélenchon, même si le pas praticable est déjà installé. Par contre, à l'extérieur, là, il commence à y avoir de l'ambiance, il y a de la musique, il y a des stands, on vend des t-shirts, on vend des autocollants. Et c'est vrai que le staff dont je vous parlais un peu plus tôt, composé de 100-200 personnes, est très motivé. Et on les a croisés il y a quelques minutes en train de se prendre les uns dans les bras des autres, commencer à frapper, à chanter, on va gagner. On a commencé à les interroger, ils nous ont dit oui, on sait très bien, vous les Belges, que vous donnez des estimations, mais nous on n'y croit pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas votre travail, on ne dit pas que vous ne faites pas votre travail sérieusement, mais nous on ne veut pas y croire pour l'instant parce que c'est trop tôt. On continue de dire que notre candidat va gagner. Par contre, je vous confirme à nouveau que nous, la RTBF, nous les médias belges, nous avons beaucoup de nouveaux amis et de journalistes français qui continuent à venir nous demander quelles sont nos sources et quels sont les chiffres que nous avons publiés sur notre site internet et donnés dans la spéciale. Merci beaucoup Esmeralda. Et des amis, on va en avoir encore puisque on a des nouveaux chiffres, hein, Annick, je pense. Oui, voilà, de nouveaux chiffres qui nous viennent d'un deuxième institut de sondage qui ressemble très fort aux chiffres qu'on a donnés depuis le début de cette spéciale. Emmanuel Macron obtiendrait 24,7% des voix, Marine Le Pen 23,5%. Donc c'est assez proche, mais dans ce scénario, Macron l'emporterait avec un petit peu plus d'1%. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il obtiendrait 19%, ce qui correspond aux chiffres que nous avons donnés depuis le début de cette émission. Oui, ça correspond toutefois. Pierre-Mathieu, on voit que là, Emmanuel Macron serait devant, oui, ça change quand même quelque chose. Oui, mais vous voyez la symbolique, c'est que si c'est ça, Emmanuel Macron ce soir va pouvoir dire qu'il a fait plus en pourcentage que la dernière fois, donc c'est pas mal, et qu'il est quand même un point devant Marine Le Pen. Donc en termes de dynamique de campagne, c'est mieux pour lui ce qu'on vient de dire que si c'était l'inverse, si vous permettez. Ouais. Oui, tout à fait. Alors on va se rendre dans un QG. Alors, je n'ai pas entendu où on doit se rendre, donc je propose qu'on le mette à l'image et puis on verra bien exactement où on doit aller à présent. Hein. Vous le voyez, ce sont ces grandes soirées électorales, c'est parfois compliqué. C'est Damien Roulette. Damien, justement, est-ce que les militants commencent à arriver sur place? Ces chiffres circulent. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je n'ai plus de retour du tout. Alors la question est-elle de savoir si Madame Le Pen pourra compter sur des soutiens supplémentaires au deuxième tour. En tout cas, pour elle devrait se tourner vers les militants d'Éric Zemmour. Il faudra voir, vous l'avez dit en plateau, ce n'est pas la même sociologie du public, des électeurs. Donc il faudra voir quel appel sera lancé éventuellement par Éric Zemmour, mais aussi par Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, qui a en quelque sorte trahi sa tante pour rejoindre Éric Zemmour
Zemmour pendant la campagne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la colère des citoyens vis-à-vis d'Emmanuel Macron à la fin d'un mandat de 5 ans. Qu'en sera-t-il? Vont-ils se tourner vers l'opposition pour soutenir donc Marine Le Pen, peu importe qu'elle soit d'extrême droite ou non? Et enfin, le troisième point, c'est quels sont les autres partis qui pourraient venir et rejoindre Marine Le Pen. On pense notamment aux mélenchonistes, les gens qui ont voté pour la France Insoumise. On sait qu'en 2017, 10% d'entre eux ont rejoint Marine Le Pen au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? Les projections, les enquêtes d'opinion évoquaient 26% des électeurs de Mélenchon qui rejoindraient donc Marine Le Pen au deuxième tour. On verra donc bien ce qu'il se passera, mais elle peut compter sur un certain réservoir de voix, ce qui n'était pas le cas en 2017. Merci beaucoup Damien. Un mot là-dessus, Pierre-Mathieu, sur ce réservoir de voix finalement qui se trouve aussi chez Jean-Luc Mélenchon, à droite, à gauche. Est-ce qu'elle peut gagner tout simplement ? Oui, je pense qu'elle peut gagner, oui. Je pense qu'elle peut gagner. Parce que beaucoup de choses ont changé, on ne va pas en parler maintenant, mais oui, je pense qu'elle peut l'emporter. Alors, elle a pour la première fois un vrai réservoir de voix. Elle a un petit peu les voix de Dupont-Aignan qu'elle avait déjà la dernière fois, on ne sait pas quel score il va faire, autour de 2-3%. L'électorat Zemmour, même si c'est pas exactement le même électorat, c'est des gens plus traditionnalistes, plus bourgeois, etc. Mais il y a une telle haine de Macron chez ces électeurs-là, pas que chez eux d'ailleurs, qu'ils vont aller voter Le Pen, c'est assez évident. Ça a été dit tout à l'heure dans un des reportages, et vous l'avez dit, je crois, vous-même, c'est que l'électorat Pécresse risque de se scinder. Et d'ailleurs, le parti des Républicains risque d'imploser comme le Parti Socialiste, pas pour les mêmes raisons, parce qu'une partie des gens vont aller voter Le Pen quand d'autres vont voter Macron. Et donc voilà, là il y a un réservoir. Le réservoir naturel, c'est Dupont-Aignan et Zemmour. Probablement, évidemment, un petit peu de chez Pécresse. Alors, Mélenchon, c'est compliqué. Il y a toujours cette idée d'une espèce de tentation des gens. Donc, effectivement, quelques enquêtes disent que 20 à 25% des électeurs de Mélenchon iraient voter Le Pen au deuxième tour. Je ne sais pas, mais c'est vrai que à gauche aujourd'hui, pas que chez Mélenchon d'ailleurs, il y a une hostilité à Emmanuel Macron qui, au mieux, peut amener les gens à ne pas voter. Au pire, entre guillemets, peut les amener à voter pour Marine Le Pen, oui. Bon, et on va aller là où le réservoir de voix est sans doute le plus naturel. C'est du côté de chez Éric Zemmour. Adeline Percet, vous êtes au QG. Est-ce que vous avez pu discuter avec des militants, des sympathisants? Est-ce qu'ils vous disent déjà, nous, on va voter pour Marine Le Pen au deuxième tour ou pas du tout? Alors ce n'est pas aussi clair que ça, mais pour la simple et bonne raison que ça va être compliqué quand même entre les deux appareils de parti, parce que vous savez, dès le début de sa campagne, Éric Zemmour a quand même est tombé quand même à bras raccourcis sur Marine Le Pen, et puis ces derniers temps, eh bien Marine Le Pen a quand même fait savoir qu'elle tendait la main aux électeurs d'Éric Zemmour, mais surtout pas à lui, parce qu'elle a passé en fait des années à vouloir se dédiaboliser, et qu'au fond Éric Zemmour est celui qui apparaît maintenant comme très radical. Nous avons rencontré quelques militants ici. Alors on sait par des récents sondages que quand même 80% des électeurs d'Éric Zemmour disent qu'ils voudraient aller voter Marine Le Pen sur un second tour. Ça, c'est des études qui ont eu lieu la semaine dernière par l'Institut ELAB. On en a rencontré, ils sont plus prudents. Vous allez écouter Hugues Marie qui confie quand même qu'a priori ce sera quand même le vote Le Pen. Je peux pas vous dire tout de suite ce que je ferai, parce qu'en fait pour l'instant j'ai pas vraiment pensé, parce que moi je suis quand même assez persuadé que Éric Zemmour va être au second tour. Donc je prendrai un peu le temps de réfléchir, je regarderai plus en profondeur ce que propose Marine Le Pen, mais c'est vrai que moi je suis un Reconquête qui vient de RN, donc en soi je pense que je pencherai pour Marine Le Pen, mais je prendrai quand même le temps d'observer, parce que le programme de Marine Le Pen, qui avait pu me séduire en 2017, a quand même beaucoup évolué, a beaucoup échangé sur plusieurs points, et du coup je voudrais voir en fait à quel point est-ce qu'il reste fidèle au programme du Rassemblement National ou pas, et si jamais il l'a complètement trahi, ça ne me choquerait pas de ne pas voter pour Marine Le Pen. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne donnerai jamais mon vote à Emmanuel Macron. Voilà pour la voix de cet électeur d'Éric Zemmour. On accueille en plateau une nouvelle invitée. Merci beaucoup Anne Muxel d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche en sociologie et en sciences politiques au CEVIPOF. Peut-être un mot sur ces sondages sortis des urnes que nous avons et qui donneraient, même si on reste extrêmement prudent, Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour, soit de 24-24 ou 23-24,5 dans ces eaux-là. Ça semble confirmer ce que les sondages disaient en fin de campagne ?
Oui, en tout cas, s'ils sont roue dans roue, ça confirme la dynamique de progression que l'on a enregistrée ces derniers jours de la candidate Marine Le Pen et de relative rétraction des intentions de vote en faveur d'Emmanuel Macron. Donc voilà, il semblerait que les sondages qu'il faut quand même prendre à cette heure-ci avec beaucoup de précautions parce que en France, la plupart des bureaux de vote ferment à 19h, beaucoup dans les grandes villes à 20h, donc les estimations sont quand même à prendre encore avec des pincettes. Mais voilà, si en tout cas c'est ce qui se dessine, c'est aussi ce qui se dessinait, c'est-à-dire ça amplifie ce que les sondages mesuraient ces derniers temps de la campagne, c'est-à-dire un deuxième tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Et on reste évidemment très prudent, mais vous m'offrez une transition qui est toute faite puisqu'on va rejoindre Guillaume Wolf qui est à Lille. Guillaume, je pense qu'on a commencé là, évidemment, comme ailleurs, dans certains bureaux de vote, on a commencé à dépouiller. Oui, on commence à l'instant. On a d'abord procédé au comptage des signatures. Vous savez qu'à chaque fois qu'un citoyen vote, il signe le registre. On compte tout ce registre et puis on compte ce qui se passe là, les bulletins de vote. Et il faut absolument que ces deux décomptes, celui des signatures et celui des bulletins de vote, soient identiques. Tant que ce n'est pas identique, eh bien on recommence à compter et on ne dépouille surtout pas. Donc là, on est dans cette deuxième phase où on va compter les bulletins de vote. On va les mettre par paquet de 100 et ensuite on les donnera, chaque paquet de 100, à cette table-là. Ce sont des scrutateurs, des citoyens qui se sont proposés spontanément ou alors qu'on a dû un petit peu inviter dans la journée lorsqu'ils venaient voter. Ils vont décompter tous ces bulletins de vote. C'est assez théâtral comme procédure. Il y en a un qui ouvre le bulletin, l'enveloppe, qui sort le bulletin, un deuxième qui lit le bulletin à haute voix, le troisième qui prend note, le quatrième qui vérifie et ainsi de suite. C'est assez théâtral. C'est assez chouette à regarder. On va le suivre tout à l'heure. Ensuite, une fois que cette enveloppe de 100 bulletins par paquet de 100 est terminée, c'est la présidente du bureau, la dame en rouge, qui va annoncer chaque résultat par paquet de 100. Une fois qu'on a fait tous les paquets de 100, tous les votes de ce bureau, il faut aller les porter à l'administration. Ça tombe bien, l'administration, c'est ici. Cette présidente du bureau, il rapportait tous les bulletins, les résultats définitifs. Dans la pièce qui se trouve derrière, c'est là qu'on inscrira tous les résultats dans le site du ministère de l'Intérieur. Ce seront alors des résultats officiels, mais qui prennent parfois plusieurs heures à tomber. C'est pour ça qu'à 20h, on parle d'estimation et non pas encore de résultats officiels, Laurent. Merci beaucoup Guillaume. Et en effet, on vous le rappelle, on ne parle pas du tout de résultats officiels pour le moment, en tout cas chez nous. Ce sont des sondages sortis des urnes. Sondages sortis des urnes qui donnent, c'est votre expression, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, roue dans roue. Ce serait quand même une déception pour les équipes d'Emmanuel Macron. Oui, si ça se confirme, ça veut dire que Emmanuel Macron est au même étiage qu'en 2017. Il avait fait au premier tour 24% à peu près des voix. Et c'est une déception parce que c'est vrai qu'il est parti dans cette campagne. C'est vrai qu'il n'a pas non plus fait vraiment campagne, mais il est quand même parti dans cette campagne, dans le contexte de la guerre en Ukraine, avec un bonus qui était ce que l'on a appelé d'ailleurs un effet drapeau. Voilà, sa capacité à montrer qu'il était capable non seulement d'être à la tête d'un pays tel que la France, mais aussi en tant que président de l'Union européenne, il était capable finalement de faire face à un conflit en Europe aussi grave que celui de la guerre en Ukraine. Et justement, puis très vite, les choses se sont dégradées, en tout cas en matière d'intention de vote pour lui, et jusqu'à aujourd'hui obtenir ce score, s'il est vérifié, relativement bas par rapport à ce qui était annoncé il y a ne serait-ce que quelques semaines. Tandis que Marine Le Pen, elle, pendant ce temps-là, n'a fait que progresser. Avec une campagne évidemment plus sur le pouvoir d'achat, on y reviendra, mais on va d'abord se rendre en direct, on va rejoindre Quentin Marlop qui est au QG d'Emmanuel Macron. Quentin, si j'ai bien compris, vous êtes avec des militants de La République En Marche. Oui Laurent, depuis tout à l'heure on vous fait vivre cette soirée électorale ici et regardez ça, c'est tous les journalistes, on vous les avait montrés. Et voilà les militants qui sont arrivés. Je vous propose de voir avec madame, vous êtes militante, qu'est-ce que vous pensez de cette poussée de Marine Le Pen? Est-ce que ça vous inquiète ce soir? Alors oui, beaucoup. Je pense que c'est très dangereux pour la France, mais aussi pour l'Europe. Et globalement, pour toute la politique étrangère de la France, il faut savoir que Marine Le Pen, il y a 3 ans, voulait déjà sortir de l'euro. Elle est quand même très étroitement liée à la Russie en termes financiers.
Je pense que si elle ne rend pas l'argent, il y a quelques oligarques russes qui viendront la chercher. Est-ce qu'elle est vraiment indépendante? J'en suis pas sûre. Et je pense que c'est un grand danger pour l'Europe notamment. Et il faut absolument qu'Emmanuel Macron l'emporte au second tour. Merci beaucoup pour le point de vue de cette militante. Je vous propose d'aller voir ce groupe de jeunes. Bonsoir, excusez-nous de vous déranger. Je vois que vous êtes bien placé. Oui, tout à fait. On est arrivé tôt parce que ce soir c'est le grand soir. Et puis on veut être au plus près pour fêter quelque chose. S'il y a quelque chose à fêter, on l'espère. Vous pensez fêter malgré la poussée de Marine Le Pen? Alors effectivement, ça c'est entre guillemets le gros point noir de la soirée. C'est que si on a une qualification, à quel prix? C'est un peu une victoire à la Pyrrhus. Je pense que ça va mobiliser les gens de voir cette montée-là et on espère qu'on aura une belle réponse au second tour. Ok. Qu'est-ce que vous pensez du programme d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a changé? Parce que finalement, c'est un peu ce qui ressort quand on parle aux Français, c'est que finalement, c'est la même chose qu'en 2017. Alors déjà, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Déjà, il faut savoir, pour moi, les promesses de 2017, c'est le bilan de 2022. Ce qu'on propose maintenant en 2022, c'est une prolongation. C'est-à-dire ce qui a marché, on continue, ce qui n'a pas marché, on le corrige. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Moi, il y a des mesures que je trouve essentielles. Il y a un développement sur le numérique qui est proposé par Emmanuel Macron. Pour moi, c'est la priorité. Ça n'a pas du tout fait parler pendant cette campagne. On a parlé d'immigration de sécurité, si on veut. On a parlé de créolisation, pourquoi pas. Moi, je pense que le numérique, c'est la clé aujourd'hui. Je pense que c'est le domaine dans lequel on doit vraiment se développer parce que si on perd cette bataille-là, on aura beaucoup de mal à revenir par la suite. Merci beaucoup, thème qui n'a pas du tout accroché dans cette campagne présidentielle comme beaucoup de sujets. D'ailleurs, Anne Muxel dans notre podcast parlait de campagne Tefal, tout glisse, rien ne prend vraiment, si ce n'est quand même le thème du pouvoir d'achat qui a émergé suite à la crise en Ukraine. Il y a l'augmentation des prix, l'inflation qui a fait que c'est certainement la stratégie payante de Marine Le Pen qui a joué depuis le début sur ce thème du pouvoir d'achat, ce que n'a pas vraiment fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est attendu ici, juste derrière moi à la tribune, on me dit dans ses équipes de campagne, pas avant 20h. Laurent. Merci beaucoup Quentin et en effet Anne Muxel est avec nous en plateau, on va refaire le point sur la situation avec vous, mais d'abord pour ceux qui nous rejoignent peut-être, il est 19h20. Annick, refaisons un point sur ce que l'on sait à 19h20 précise. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il y a deux noms qui semblent s'imposer à ce stade, les mêmes qu'il y a 5 ans au premier tour, à savoir celui d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen qui serait vraiment au coude à coude avec des chiffres qui nous parviennent de 2 instituts de sondage. Il s'agit de sondages effectués à la sortie des urnes avec tout d'abord ceux que vous voyez s'afficher sur l'écran. Une légère avance, très très légère avance pour Emmanuel Macron, 24,7%, 23,5% pour Marine Le Pen. Un précédent sondage nous donnait les deux candidats à égalité à 24%. Derrière, en troisième position, Jean-Luc Mélenchon serait à 19%. Des chiffres, on a cessé de le dire, à prendre avec énormément de précautions puisqu'ils sont issus de 2 instituts de sondage et qu'il s'agit non pas de chiffres basés sur des dépouillements mais sur des sondages à la sortie des urnes. Merci beaucoup Annick. Autre chiffre important, on a dit qu'il serait scruté, on va en parler. Anne Muxel, l'abstention, on en a beaucoup parlé, on dit qu'elle allait jouer un rôle majeur. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour le moment? Oui, alors l'abstention a progressé par rapport à 2017 et l'élection présidentielle de 2017 avait aussi enregistré une abstention supérieure à celle de 2012. Donc on est dans un contexte, dans un cycle d'augmentation de l'abstention qui touche même une élection importante telle que l'élection présidentielle, qui est quand même l'élection sous la Ve République la plus mobilisatrice pour les Français. Donc malgré cette compétition électorale qui a pu mobiliser les Français dans la toute dernière période de la campagne, qui a pu peut-être les remobiliser parce que l'abstention qui était annoncée était à un niveau beaucoup plus important. On parlait de 30% à peu près d'abstention. Eh bien, ça n'a pas suffi quand même à remobiliser les Français à la hauteur, en tout cas, de la participation de 2017. Donc, cela signe toujours cette crise de la représentation politique, cette défiance des Français qui peut conduire à une relative démobilisation, mais qui peut aussi conduire
à la possibilité que beaucoup de Français ont su prendre d'utiliser l'abstention à des fins de protestation aussi politique, c'est-à-dire pour envoyer un message de mécontentement et d'insatisfaction à l'égard des politiques. Et vous le disiez, sous la Ve République, cette élection présidentielle, c'est l'élection reine. Beaucoup la regardent en famille ou entre amis. La preuve, on va retrouver Éric Destiné. Je pense que vous êtes à la cité universitaire où des étudiants regardent en fait sur écran ensemble cette grande soirée électorale. Exactement, Laurent, et je vais vous surprendre. Regardez derrière moi, en fait, ici, on regarde la RTBF, mais je suis bien à Paris, je suis dans le 14e arrondissement, sur le campus de la cité universitaire. Nous sommes à la Fondation Birman-L'Apôtre. En fait, c'est la maison belge de cette grande cité universitaire internationale. Ici, on a décidé de regarder l'édition spéciale de la RTBF, eh bien, tout d'abord parce que c'est la maison belge, mais aussi parce qu'on s'intéresse à la politique. Ici, il faut savoir qu'au sein des résidents, il y a à peu près une quinzaine de pourcents qui sont français. Et ce soir, eh bien, ils sont là, ils assistent à cette soirée, on les dérange un peu. Bonjour, vous êtes la présidente de ce comité étudiant, de ce comité des résidents. C'est vous qui avez organisé cette soirée électorale, pour quelle raison ? Oui, exact. Pourquoi ? Parce qu'on pense que, enfin c'est moi, mais c'est aussi le comité tout entier des résidents, parce qu'on pense qu'en tant que jeune, c'est important de s'impliquer en politique, et que justement, sur de nombreux sujets internationaux comme l'écologie, comme les relations internationales, comment dire, ces sujets sont communs à la France et à la Belgique, et on entretient de liens forts entre les deux pays. Donc, alors vous avez été voté tout à l'heure. Oui, exact, en présence de ce charmant jeune homme, Simon. Alors vous, c'est Simon, vous êtes bruxellois, donc en gros, la France et la Belgique, vous êtes rendus ensemble au bureau. Exactement, exactement. Pour moi, c'est évidemment bien symboliquement, mais... Jusqu'à l'isoloir. Jusqu'à l'isoloir, en effet. Voilà, alors vous avez glissé le bulletin dans l'urne concrètement, et vous vouliez finalement faire partager votre passion pour la politique quelque part. Oui, exactement. Alors ici, il y a pour le moment une quinzaine de personnes. On suit cette soirée électorale ici devant nous. Ça va se poursuivre évidemment et ça va continuer à se remplir. Les gens arrivent. Ici, on tenait à regarder, à suivre les dernières informations et on le fait, vous l'avez vu, sur nos antennes. Oui, excellent choix de programme. Merci beaucoup, Eric. Et je pense que les téléspectateurs vont être heureux puisqu'on a à nouveau des nouveaux chiffres, Annick, qui viennent de tomber. Tout à fait. Alors, des chiffres qui nous proviennent d'un 3e institut de sondage avec le même trio que celui qu'on vous a présenté jusqu'à présent, à savoir Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Des chiffres qui restent dans la même fourchette que ceux qu'on vous a donnés jusqu'à présent, avec tout de même une avance un petit peu plus favorable pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui recueillerait 25% des voix, Marine Le Pen 24%. Donc ça reste extrêmement serré. Et Jean-Luc Mélenchon derrière avec 1% de plus, 20% cette fois. Oui, donc on reste évidemment toujours prudent, mais on voit que ces chiffres, en tout cas, sont relativement stables, relativement similaires. On va prendre la direction de Perpignan. On le disait, c'est la ville la plus ensoleillée. On en aurait d'ailleurs bien besoin de ce soleil parce qu'il commence à faire un peu frisqué sur Paris. C'est aussi un bastion de l'extrême droite, Henri de la Guérie. Finalement, c'est une campagne qui semble réussie. J'imagine que les partisans de Marine Le Pen qui habitent à Perpignan doivent être plutôt satisfaits ce soir. Oui, alors écoutez, le dépouillement a commencé derrière moi dans cette mairie de Perpignan. Il fait froid, ceci dit, ce soir. C'est vrai que c'est une ville ensoleillée. Le dépouillement a commencé et chez les proches de Marine Le Pen, ils sont nombreux ici puisque, eh bien, ils ont cette mairie de Perpignan. Il y a des sourires aux lèvres. Ici à Perpignan, on a montré la voie. Voilà ce que m'a dit le maire adjoint de Perpignan, encarté Rassemblement National. Il y a ce sentiment ici qu'il n'y a plus de plafond de verre. C'est vrai que pendant des années, on disait que, eh bien, Marine Le Pen, le Rassemblement National ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, qu'il y avait toujours ce plafond. Eh bien, visiblement, en tout cas à Perpignan, on a le sentiment que ce soir c'est terminé. On attend évidemment les résultats, mais on a l'impression que ça sent extrêmement bon. Et c'est vrai que Marine Le Pen, elle a réussi cette campagne. Ici, elle est venue 3 fois dans ce département. C'est là où elle a réalisé son dernier meeting de campagne. Elle était, c'est vrai, en terrain conquis. Et il faut bien le dire, la gestion du maire actuel de Perpignan, Louis Alliot, au Rassemblement National, cette gestion, il est là depuis 2 ans, elle a plu. Et c'est
c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ici votent Marine Le Pen, parce qu'ils ont l'impression que le Rassemblement national a fait ses preuves finalement dans cette ville de plus de 100 000 habitants. Et puis, il faut le dire aussi, dans ce département des Pyrénées-Orientales, il y a un rejet très très fort d'Emmanuel Macron. On est ici aussi dans un des bastions des Gilets jaunes. Et finalement, face caméra, il est souvent plus facile de dire qu'on vote Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron. C'est compliqué d'assumer ici qu'on vote Emmanuel Macron. Merci beaucoup Henri, et on semble donc se diriger vers un duel au second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. D'ailleurs, parlons-en avec Quentin Warlop qui est au QG d'Emmanuel Macron. Quentin, si Emmanuel Macron devait remporter l'élection au second tour, ce serait seulement le 3e président qui serait réélu sous la Ve République. Oui, exactement. Laurent, après François Mitterrand et Jacques Chirac, jamais aucun président n'avait été réélu. Et ça trotte évidemment dans la tête des militants qui, regardez, sont de plus en plus nombreux à arriver ici. Je vous propose bonjour madame, de vous poser une petite question madame. On le dit, Emmanuel Macron est pour l'instant tout juste en tête, mais juste derrière, il y a Marine Le Pen. Ça vous inquiète ? Ça m'inquiète un petit peu, mais je suis quand même très optimiste. Je pense que le président Macron est très très au-dessus des autres candidats et que ce sera notre prochain président. Allez, parfait. On attend en tout cas Emmanuel Macron ici, pas avant 20h. Maintenant on nous dit 20h30, peut-être bien 21h. Merci beaucoup Anne Muxel. Très très brièvement, juste un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Finalement, il avait dit que ce serait sa dernière campagne. Il risque après peut-être de ne pas être au second tour. Jean-Luc Mélenchon a fait une bonne campagne. Effectivement, il retrouve cette même dynamique dans la dernière partie de la compétition, je dirais, qu'il avait trouvé aussi en 2017. Il termine, si c'est avéré, encore une fois, il est à peu près au même niveau que son score au premier tour de 2017. Donc effectivement, il a aussi sans doute bénéficié d'une mobilisation dans la dernière partie de la campagne, d'une mobilisation électorale. Et on va continuer à affiner évidemment tout ça dans les minutes qui viennent. On sera aussi à 20h pour le grand rendez-vous. Mais on approche de 19h30. Et vous le savez, à 19h30, c'est le journal télévisé avec Maria Mallard.